Et on est en live. Allô, bonjour, bonjour tout le monde. Ceux qui me rejoignent, salut. Laissez juste un petit commentaire, dites bonjour pour que je sache que vous êtes avec moi. Je sais qu'il est 11h30 ici à Montréal, donc il y en a pas mal qui doivent être au travail, en train de travailler. Mais pour ceux qui me suivent en direct, allez, faites un coucou. Je vais savoir que je ne suis pas toute seule dans le live. J'attends vos commentaires. Donc, allô, bonjour Sonia, bonjour ceux qui nous rejoignent aujourd'hui. Euh, Juste quelques petits réglages, dernière minute et on commence. Donc voilà, je suis en live sur la page de Bâtisseurs d'Impact et dans le groupe Facebook. J'espère que vous m'entendez bien. Euh, Fait qu'on va commencer. Donc, bonjour. Je vais me présenter. Mon nom est Christelle. Je suis une analyste en actuariat, comme j'aime bien le dire, et je suis une investisseuse en immobilier. Euh, Aujourd'hui, on se retrouve dans le fond pour un live. J'ai intitulé ça Littératie financière, on en parle. D'habitude, lors de mes lives, je suis toujours avec une personne. Je fais souvent des entrevues avec des personnes sur la chaîne. On parle d'immobilier, on parle de finances, on a déjà parlé d'assurance, mais je n'ai jamais fait de direct comme ça pour discuter avec vous euh, en live. Donc, j'ai trouvé ça intéressant de le faire. Malheureusement, mes occupations ne me permettent pas de le faire en soirée parce qu'il faut savoir que j'ai des enfants. Et donc, en soirée, ce n'est pas toujours le moment idéal pour le faire. Mais je me suis dit, je vais trouver un petit créneau pour m'entretenir avec vous, peut-être pendant 30 minutes. Euh, donc, voilà. Donc, qu'est-ce qu'on entend par littératie financière? Pourquoi est-ce que j'ai abordé ce thème aujourd'hui? Ouais, la littératie financière, c'est un terme qui n'est pas très commun, on ne l'utilise pas souvent et pourtant c'est un thème qui est très banal et à la portée de tous, hein. J'ai découvert ce terme il n'y a pas longtemps aussi, quoique je connais très bien tout ce qui est notion d'éducation financière, intelligence financière, mais littératie financière en particulier, j'ai découvert cette appellation-là il y a quelque temps. Et dans le fond, je me suis rendu compte que c'est un terme qui est très collégial, qu'on utilise souvent dans un cadre académique, dans la vie de tous les jours. Vous allez peut-être remarquer que certains l'appellent banalement éducation financière, intelligence financière, quoi qu'il y ait encore une petite différence entre tout ça. Donc, pourquoi est-ce que c'est important de parler de la littératie financière ou de éducation financière? C'est simplement parce que ça touche notre vie de tous les jours, absolument tous les jours. Euh, Lorsqu'on pense aux finances, les finances, ça régule énormément d'actions qu'on pose. Les finances, c'est pour beaucoup de personnes, la raison pour laquelle on se lève le matin, pour laquelle on va travailler. Certaines personnes, ils vont travailler simplement pour avoir ce coussin financier-là. Il y en a qui travaillent par passion. Il y en a qui travaillent parce qu'ils ont besoin de gagner un revenu. Donc, les finances, ça nous entoure, là. On ne peut pas s'en passer. Mais lorsqu'on parle d'éducation financière, pourquoi est-ce que c'est important d'en parler? Parce qu'on se dit, pff, la finance, on sait ce que c'est, on sait comment on gère nos finances. C'est quelque chose de privé aussi, c'est quelque chose de parfois tabou. Euh, c'est pas quelque chose dont on parle ouvertement des fois. Et pourtant, ça reste quand même un concept qui est, qui est très, très, très méconnu de certains. Et ça vaut la peine de s'attarder là-dessus. Donc, pour revenir à la littératie financière, on parle de littératie financière, on parle de quatre volets par rapport à la littératie financière. On parle du volet de connaissance. Donc, le premier point, c'est déjà d'avoir la capacité de comprendre tout ce qui est questions reliées aux finances, toutes les questions financières, de comprendre euh,
ce que c'est, par exemple, un passif, un actif, de comprendre comment établir un budget, bref, de comprendre, d'avoir ces connaissances-là et de les comprendre. Ensuite, il y a le volet compétences. Donc, une fois qu'on a les connaissances, encore faut-il développer les compétences pour pouvoir appliquer ces connaissances-là. Et ça, c'est quelque chose qu'on néglige aussi souvent. On a beaucoup de connaissances qu'on a parfois du mal à conceptualiser, qu'on a parfois du mal à appliquer et parfois on ne sait juste pas comment les appliquer dans le fond dans la vie de tous les jours. Et ça, parfois c'est une déformation un peu de l'école. L'école nous a appris à apprendre beaucoup de choses sans parfois les mettre en pratique. Bon, quand j'ai dit école encore, ici en Amérique du Nord, on est très pratico-pratique. Mais si je regarde dans d'autres pays que je vais taire, parfois l'école nous a appris à être très. On apprend sans nécessairement pratiquer. C'est très théorique. Voilà. Donc, lorsqu'on parle de littératie financière, c'est beaucoup la capacité de mettre ces connaissances-là qu'on a, toutes ces connaissances très théoriques, de les mettre en pratique. Le troisième volet, c'est d'avoir la confiance en soi nécessaire pour pouvoir prendre des décisions financières. Donc, et c'est une chose d'avoir les connaissances. C'est une autre chose de savoir comment les appliquer. Mais il y a encore un autre niveau, une autre couche pour pouvoir les mettre en pratique en toute confiance. Il y a beaucoup de personnes qui ont, euh, qui ont les connaissances à leur portée de main, qui ont même les outils pour les appliquer, mais qui n'ont pas toutes ces lois intérieures-là de la richesse pour pouvoir développer assez de confiance pour pouvoir maîtriser l'art de épargner, l'art de produire de l'argent, l'art de créer de la richesse. Donc, ça, c'est le troisième volet. Et ensuite, le quatrième volet, c'est bien sûr de pouvoir prendre des décisions financières qui sont adaptées à notre situation. Adaptées à notre situation, ça veut dire tout simplement que ce qui marche pour son voisin ne marchera pas pour moi nécessairement. Donc, c'est important là de développer ce volet intelligence euh, financière, de savoir comment adapter tous les concepts théoriques, de savoir comment adapter à notre situation, que ça corresponde à qui on est vraiment, que ça corresponde à ce qu'on veut, que ça corresponde aux objectifs qu'on s'est fixés. Donc, c'est un peu ça la littératie financière. Pour ceux qui me demandaient, OK, c'est quoi la littératie financière? De quoi est-ce qu'on va parler? Euh, c'est quoi ce mot-là? Vous voyez, ce n'est pas sorcier. C'est simplement d'avoir une bonne maîtrise de ses finances, avoir une bonne gestion de finances personnelles. Voilà. Cela étant dit, pourquoi est-ce que c'est important, dans le fond, de mettre l'emphase dessus? Pourquoi est-ce que c'est important d'en parler? Parce que tout ce qu'on fait découle de là. Il y a beaucoup de personnes, comme vous le savez, j'investis en immobilier, hein, et il y a beaucoup de personnes qui me contactent, qui souhaitent être accompagnées dans leurs investissements en immobilier, mais au fil des discussions, lorsqu'on prend des consultations et que on parle un peu de leurs projets, qu'on parle de leurs objectifs, c'est toujours des choses qui sont très théoriques, c'est toujours des choses qui sont très abstraites, qui ne sont pas palpables. J'ai très rarement eu l'occasion de discuter avec des personnes qui sont capables de mettre des chiffres sur leurs envies, qui sont capables de mettre des chiffres sur leurs objectifs. Et ça, c'est quelque chose que j'ai remarqué énormément dans la communauté. C'est quelque chose que je remarque au fur et à mesure que j'évolue avec des investisseurs potentiels. On veut des choses, mais on n'est pas capable de s'asseoir pour les conceptualiser. Et c'est un vrai danger, un réel danger. On connaît à peu près quelle est notre situation financière. On sait que oui, on est à l'aise financièrement, ça va plus ou moins bien. On a
On a des entrées d'argent stables, assez constants, mais parfois on n'est même pas capable de savoir exactement quelles sont les entrées d'argent qu'on a. Donc là, on va pas venir aujourd'hui pour détailler tout, tout ce qui est gestion des finances personnelles, tout ce qui est optimisation des finances, comme vous avez l'habitude de me lire. Mais aujourd'hui, c'est vraiment pour te montrer l'importance que peut avoir la bonne gestion des finances dans ta planification future. Il y a un adage qui dit, euh, le plus important, ce n'est pas ce qui est dans ton compte bancaire. C'est vraiment pas ça. C'est pas combien tu gagnes, c'est pas tes flux de trésorerie à chaque mois. Le plus important, c'est comment tu gères tout cela. Comment tu gères ce que tu gagnes. Comment tu gères le peu que tu as. Si... Une personne qui m'a fait la remarque la dernière fois que même le peu là, je n'ai pas. On a tous au moins un minimum. On a tous un peu. Le plus important, c'est que ce peu-là, comment tu le gères? Comment tu es capable de comment tu es capable d'arbitrer tes ressources, les ressources dont tu disposes. Et ça va faire en sorte que ça va permettre de déterminer quelle sera ta capacité de pouvoir aller à un autre niveau. Parce qu'il faut comprendre qu'il y a des lois cachées par rapport à la richesse. Il y a des lois cachées par rapport à la richesse. Et si vous lisez, si vous avez l'habitude de lire des livres, que ce soit en termes de développement personnel, que ce soit des livres de personnes qui parlent de prospérité financière, vous allez vous rendre compte que tous, absolument tous, oui, il y a ce côté très, très by the book, il y a ce côté très euh, académique, comment faire pour pouvoir développer des revenus, comment faire pour investir, comment faire pour épargner. Mais tous vont vous parler de certaines lois par rapport à la richesse. Certaines lois qui sont nécessaires à intégrer dans son quotidien avant même de pouvoir parler de, OK, on passe à un autre niveau. Et ce sont ces lois-là qui sont importantes à comprendre en amont avant de dire je vais investir en immobilier, avant de dire je veux me lancer dans tel ou tel autre projet, il faut comprendre ces lois. Il faut comprendre ces lois. Faut faire un état de où est-ce qu'on se situe par rapport à notre aisance financière. Faut faire un état des lieux. Un état des lieux autant externe, donc un état de nos finances. Concrètement, là, on parle de combien, on parle de chiffres, mais un état de lieu interne aussi. Un état de lieu interne, donc savoir ce qui est en nous et qui produit notre richesse actuelle ou notre pauvreté actuelle. Ça, c'est très important. Donc, lorsqu'on parle d'éducation financière, de littératie financière et d'intelligence financière, j'associerais la littératie financière vraiment à cette appellation un peu très académique, un peu très by the book, lorsqu'on parle de littératie financière par rapport à l'éducation, par exemple, financière. Vous allez voir que c'est un terme qu'on utilise beaucoup dans les écoles, les établissements scolaires, qu'on utilise aussi dans un cadre très, très réglementé. Lorsqu'on parle d'éducation financière aussi, lorsqu'on parle d'intelligence financière, j'amènerais ça à un autre niveau. J'amènerais ça vraiment à... c'est comme tu as le primaire, tu as le secondaire, tu as l'université, et ensuite, tu as la pratique, tu as le marché du travail. Voilà, le marché du travail. Pour tous ceux qui sont allés à l'école, là, ils savent très bien, tous ceux qui ont fait l'université, plutôt, pardon, ils savent très bien que la majeure partie des choses qu'on apprend à l'université, rendu sur le marché du travail, là, tu ne vas même pas appliquer la moitié des connaissances théoriques que tu auras apprises. Parfois, tu appliques quoi? 20%, 40%. C'est rare d'appliquer 100% ou même 80% de ce que tu auras appris à l'université, peu importe ton domaine d'études. Et c'est un peu ça quand je dis intelligence financière, c'est que oui, tu as eu toute cette éducation,
tu as eu toute cette base de la littératie financière. Ici au Canada, par exemple, tu auras eu un cours sur la fiscalité, tu auras eu un cours sur les différents véhicules de placement, tu auras eu un cours sur un REER, un CELI, c'est quoi la différence, un R3E, enfin, tous ces trucs-là, tous ces outils financiers qu'on utilise. Mais rendu sur le terrain ou sur le marché de l'emploi, pour revenir à mon analogie, ça va te prendre une autre forme d'intelligence pour pouvoir les mettre en pratique. Et c'est là où, euh, c'est là où la difficulté commence pour beaucoup de personnes. Pour beaucoup de personnes, ils ont ces notions-là, mais ils n'arrivent pas à les mettre en pratique de façon à voir une vraie différence dans leur vie. Et c'est ça, dans le fond. C'est vraiment ça le nerf de la guerre. C'est où il faut attaquer. Il faut attaquer le problème. Euh, et comme vous le savez déjà, moi, j'accompagne des personnes qui veulent investir en immobilier, mais également ceux qui veulent développer cette intelligence financière-là et l'appliquer à leur vie de tous les jours. Voilà. Donc, moi, j'ai développé un programme d'accompagnement qui s'appelle Retrouve ta prospérité financière. Pourquoi Retrouve ta prospérité financière? C'est parce que je crois, j'ai la certitude que tout le monde naît avec une certaine prospérité financière. On est prédestiné, on n'est pas prédestiné à l'échec, on est prédestiné à la réussite. Maintenant, il y a beaucoup de facteurs qui viennent voler cette prospérité-là durant notre parcours et on est capable simplement de la retrouver en appliquant certaines clés. Et parfois, on a besoin de se faire accompagner pour ça. Et donc, voilà. C'est un programme que je développe et qui dure, qui s'échelonne sur 6 semaines. 6 semaines. Ce sont des séances hebdomadaires, des séances de travail hebdomadaires qui vont vous nécessiter de sortir de votre zone de confort, qui vont vous nécessiter de travailler un peu chaque jour. Donc, ce n'est pas simplement du contenu que vous allez venir consommer là. Faut vraiment réaliser que ça va nécessiter de prendre des actions très, très, très concrètes. Et au bout de ce programme-là, vous allez sortir avec une vision beaucoup plus claire de c'est quoi votre ADN financier, de c'est quoi votre situation financière à proprement dit, euh, où est-ce que vous voulez être rendu, d'avoir des objectifs clairs, euh, clairement définis. Et, euh, et c'est ça. Donc, le but du live aujourd'hui, ce n'est pas vraiment pour vous parler du programme, on pourra en rediscuter plus tard. Pour ceux qui sont intéressés, faites-moi signe. Euh, je, je tiens quand même à vous dire que pour cette cohorte-ci, le programme est complet, pratiquement complet. Dans le fond, il reste une place. Je pourrais étirer un peu plus, mais comme je vous ai dit, c'est un accompagnement de groupe, c'est un accompagnement de petits groupes. Donc, ceux qui sont intéressés et qui veulent absolument embarquer dans cette cohorte peuvent me contacter. Sinon, il y a d'autres cohortes qui vont arriver bientôt. Euh, mais c'est ça. C'est très important. Je vais vraiment vous laisser sur cette note parce que je dois filer à midi. Je dois vous dire que c'est très important de prendre conscience de l'importance de son éducation financière dans tout ce qu'on fait, dans son quotidien. Euh, c'est quelque chose, on n'y pense pas souvent. Euh, on ne prend pas la peine de s'attarder là-dessus parce que parfois ça réveille, ça suscite en nous des émotions qu'on veut juste, on veut réprimer ces émotions-là. Il y a beaucoup, je connais des personnes, par exemple, que lorsqu'elles lorsqu'elles reçoivent comment on appelle ça? Lorsqu'elles reçoivent des enveloppes, voilà, des factures, elles retardent l'ouverture de ces enveloppes-là parce elles savent un peu à quoi s'attendre. Elles veulent juste réfréner le moment fatidique où elles vont découvrir que, voilà, une autre facture, une facture de plus, est-ce que j'ai les moyens de payer ou pas? Euh, c'est
les finances, c'est quelque chose qui peut apporter énormément de stress dans la vie de tous les jours. Énormément de stress. Ça fait partie aussi d'une des principales causes de divorce. Ça, je pense que vous l'avez déjà entendu, hein. Il y a l'infidélité, il y a les finances, il y a d'autres causes. Mais les finances, là, de, ça fait partie de choses qui dominent beaucoup d'actions pour plusieurs. Ça, et c'est vraiment important. C'est vraiment important. C'est quelque chose qui me tient à cœur. C'est vraiment important pour moi de pouvoir prendre le temps avec vous, avec ceux qui en ont besoin, de pouvoir prendre ce temps-là. Hey, allô Lucrèce, allô Uriel, bienvenue dans le live. Pour moi, c'est vraiment important de pouvoir prendre ce temps-là avec vous, avec ceux qui vont se faire accompagner pour cette première cohorte. Je suis très contente d'avoir justement certaines personnes-là. Euh, pour moi, c'est très important de pouvoir vous accompagner dans ce cheminement-là parce que je suis persuadée que il y a des choses que vous pouvez apprendre, il y a des choses que vous allez pouvoir mettre en pratique et qui vont faire une réelle différence dans votre confort par rapport à vos finances. On ne parle pas à la fin du programme de devenir millionnaire. Non, 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 non. Ça ne fait pas partie de mes promesses. On ne parle pas de multiplier ses revenus par 10, par 100. Non, ce n'est pas ça du tout le but du programme. Comme je vous ai dit, on pourra faire un autre live. Vous savez que je ne fais pas souvent les lives, hein. Je ne fais pas souvent les directs. On pourra faire un autre direct où je vais pouvoir vous parler plus en profondeur du programme. Mais mon but, c'est vraiment que vous puissiez développer cette aisance lorsque vous parlez de finances, lorsque vous pensez à vos finances, que vous soyez à l'aise, que vous soyez confortable. Vous n'avez pas besoin vous pouvez même être dans le rouge, hein. Vous pouvez avoir une situation financière sacrément rouge, mais être quand même confortable dans la trajectoire que vous prenez parce que vous aurez mis les outils en place pour pouvoir sortir de cette zone rouge-là avec des objectifs clairs, clairement définis, comme j'ai dit tantôt. Donc, prenez le temps j'ai lancé un défi il y a quelques semaines, la semaine dernière, oui. J'ai lancé un défi. Le défi s'appelait défi de petits pas parce que j'aime bien les petites actions. Les grosses actions ont tendance à décourager. J'aime bien les petites actions. Et le défi s'appelait défi de petits pas où pendant 5 jours, je vous lançais au défi de prendre quelques petites actions pour pouvoir faire bouger quelque chose dans vos finances. Je ne sais pas si vous l'avez fait. Si vous ne l'avez pas fait, vous pouvez me contacter pour que je vous remette dans la prochaine fois que je vais faire ce défi-là. Je vais vous envoyer les courriels. Mais le défi, en fait, c'était de pouvoir simplement réaliser que peut-être par rapport à, par rapport à un aspect ou un autre de mes finances, je ne suis pas confortable. Quand on parle d'argent, peut-être je ne suis pas confortable ou alors je suis très confortable parce qu'il ne faut pas tout dépeindre en négatif, en rouge là. Ou alors je suis très confortable. Mais dans ce confort-là, je manque encore de vision par rapport à comment aller chercher beaucoup plus. Allô, Lise qui nous rejoint. Donc, c'est ça. C'est, c'est de pouvoir parler argent, parler argent, apprendre à parler argent. Lucrèce qui dit oui, oui, surtout l'argent. Oui, oui, absolument. Vous savez, moi, dans le passé, j'ai eu une période où je n'étais pas du tout à l'aise à parler argent, où je n'étais même pas capable de dire j'aime l'argent. Et oui, j'aime l'argent. Il n'y a aucun mal à dire j'aime l'argent. Mais il y a encore beaucoup de personnes qui ne sont pas capables de le faire. Pourquoi? Parce qu'ils ont peut-être attribué, il y a des considérations, il peut y avoir plusieurs considérations. Il y a peut-être des considérations liées à la culture qui consistent à ne pas adorer l'argent, qui consistent à ne pas trop élever l'argent, ne pas le mettre plus haut que ce qui ne doit être. Et pourtant, il n'y a aucun mal à dire j'aime l'argent. Euh, il, il y a des personnes qui ne sont pas capables de juste même penser à leur compte bancaire
parce que ils ne, et en fait, il y en a même qui savent juste pas. Ils savent juste pas où ils sont rendus, tout simplement. Tout simplement. Ils savent pas où ils sont rendus. Et c'est quelque chose à développer dans notre quotidien. Vraiment, vraiment. Vous seriez étonné du nombre de personnes qui ne développent pas ça dans leur quotidien, avoir une bonne relation avec l'argent. Et pourtant, on veut tous être riches, on veut être aisé financièrement, peut-être riche encore, on veut être aisé financièrement, on veut être à l'aise financièrement. Mais on a cette mauvaise relation avec l'argent. Et je trouve ça absolument paradoxal. On veut quelque chose dans notre vie, mais on a une mauvaise relation avec lui. Comment est-ce qu'on va faire? Comment est-ce qu'on va pouvoir être... c'est un peu comme, je sais pas, pour ceux qui sont mariés là, c'est comme si vous voulez un mari, mais une fois qu'il est dans votre vie, vous êtes en conflit permanent. Je ne sais pas ce que ça va donner comme mariage là. Ça va plutôt vous apporter plus de troubles qu'autre chose. Peut-être qu'il aurait mieux fallu rester célibataire, tout simplement. Donc, c'est un peu ça. On a cette relation parfois d'amour-haine avec l'argent. On veut, mais on ne sait pas trop comment s'en occuper. On ne sait pas trop comment le gérer. Fait que c'est toutes ces choses-là qu'on voit dans le programme Retrouve ta prospérité financière. Comme je vous ai dit, qui commence bientôt. Malheureusement, les places sont pratiquement toutes parties. Mais il y aura d'autres cohortes. Rassurez-vous, il y aura d'autres cohortes. Euh, C'est ça. Donc, si vous avez, allô à tous ceux qui nous ont rejoints. Ah oui, ça me fait plaisir que vous vous joigniez à moi. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser. Quand on vous dit littératie financière, à quoi est-ce que vous aviez pensé? Au début du direct, j'ai expliqué un peu ce que c'est la littératie financière. J'ai expliqué la différence avec le concept d'éducation financière ou encore d'intelligence financière. Euh, C'est ça. Donc, si vous avez des questions rapidement comme ça ou si vous avez des commentaires, n'hésitez pas à les laisser. Et moi, je vous invite vraiment, vraiment, vraiment à prendre quelques minutes de votre temps pour y penser. C'est important, c'est important. Même si vous ne vous faites pas accompagner en ce moment, c'est important de s'arrêter parfois. Je côtoie beaucoup d'entrepreneurs qui sont dans cette vague-là de aller développer des sources de revenus. On aime ça quand ça rentre. Mais est-ce qu'on prend le temps de s'arrêter pour voir vraiment c'est quoi nos vrais objectifs financiers, où est-ce qu'on veut être rendu, c'est quoi notre relation par rapport à l'argent, c'est quoi les émotions qu'on ressent lorsque on est face à l'argent, c'est quoi même les émotions qui motivent nos actions, c'est quoi les émotions qui motivent nos dépenses. Vous seriez étonné, vous seriez vraiment étonné. Faites l'analyse, par exemple, de savoir quelle est la dernière chose que vous avez achetée, la toute dernière, pour laquelle vous avez soit passé votre carte bancaire, votre carte de crédit ou acheté comptant. C'est quoi la dernière chose que vous avez achetée? Vous pouvez me dire dans le chat si vous voulez, hein. Bon, ou sinon, c'est correct, je comprends. La dernière chose que vous avez achetée, je vais vous partager un peu. Moi, la dernière chose que j'ai achetée, allô Christine, moi, la dernière chose que j'ai achetée, c'était un ensemble, un tailleur. Je pense que peut-être si vous êtes amis avec moi sur Facebook, vous avez peut-être vu passer cette publication ou cette story. C'était un ensemble, un tailleur. Qu'est-ce qui a motivé cet achat-là? Qu'est-ce qui a motivé cet achat? Pour moi, ça a été deux choses, ou même trois, je dirais. C'était un... Oui, là, Luz, je te reviens bientôt. Mon tailleur, c'était un achat auquel j'avais pensé déjà depuis je dirais même quelques mois, hein. Avec le Covid, on ne sort plus souvent. Donc, c'est vrai que les dépenses en vêtements ont beaucoup baissé. Ça fait un peu du bien à nos poches, mais en même temps, ça faisait très longtemps que je ne m'étais pas offert cette petite gâterie-là. Je me suis dit, OK, non seulement j'en ai besoin pour pouvoir travailler,
pour pouvoir me présenter à vous comme ça. Je sais pas, on va peut-être se retrouver un jour dans une conférence où vous allez me voir le porter. Donc, c'est un outil de travail déjà. Je porte pas un tailleur pour rester à la maison, faut pas se le mentir. Oublie ça. C'est un outil de travail. Euh, c'est quelque chose, c'est un plaisir que je me suis offert. Je me suis gâtée. Et aussi, la troisième raison, c'était pour encourager une entrepreneur que je côtoie. Donc, ça, c'était les trois raisons qui ont motivé cet achat-là. J'ai vraiment regardé par rapport à mon budget, où est-ce que ça pouvait se situer et vraiment, ça rentrait parfaitement, parfaitement dans mon budget. Donc ici, oui, j'ai une personne qui dit le carburant ce matin. OK. Une chaussure pour ma fille. Super. Un livre. OK. Super intéressant. Après, maintenant que vous avez donné ça, c'est important de savoir quelles sont les motivations. Qu'est-ce qui a guidé ces achats? Ah oui, Gaëlle, tu pensais que ouais, tu arrivais un peu en retard au live. Qu'est-ce qui a motivé ces achats-là? Des achats que vous avez faits? C'était quoi les motivations? Moi, je vous ai donné, par exemple, trois motivations par rapport à ce que j'ai fait. Et parmi les motivations qui sont souvent communes, voilà, les petites courses pour toi. OK. Il y a le fait d'assouvir des besoins. On a des besoins, on a tous des besoins. Il y a des besoins essentiels, le besoin de manger, se nourrir, le besoin de se vêtir, on a des besoins essentiels. On a un besoin de logement, ça fait partie des besoins essentiels. Euh, il y a des besoins comme ça qu'on a besoin d'assouvir, on a besoin de dépenser pour pouvoir remplir, subvenir à ces besoins, on va dire. Mais il y a aussi beaucoup d'autres facteurs qui nuisent à nos décisions financières. Il y a beaucoup d'autres facteurs qui nuisent à nos décisions financières. Il y a les sentiments, les émotions. Je suis sûre que c'est déjà arrivé à au moins une personne ici de faire une dépense impulsive sur le coup d'émotions positives ou négatives. Mettons, j'ai eu une promotion, en fait, que je me gâte, je prends une partie de cette promotion-là, je me gâte avec, je m'offre un voyage, mettons, impulsivement comme ça. Je veux dire, j'ai eu la promotion à midi, le soir, j'étais déjà en train de passer ma carte de crédit pour m'offrir le voyage. Euh, j'ai eu une rupture amoureuse. Je vais m'offrir une belle paire de chaussures. Ça va me redonner un peu confiance en moi-même. Oui, voilà, qui dit un téléphone. Christine, oui, ben oui, le carburant, sinon tu allais marcher à pied. C'est ça que je dis. Il y a des dépenses essentielles. On a des besoins essentiels. On a besoin de se déplacer. Pour se déplacer, ça prend quoi? Ça prend une voiture. La voiture, ça prend quoi? La nourriture de la voiture, c'est le carburant. Euh, Donc, lui, ce qu'il disait, pour faire plaisir et remercier pour sa présence dans ma compagnie. Oh, ça, c'est gentil, ça. Oui, le besoin de satisfaction, gratification, reconnaissance, c'est ça. Euh, il m'a été conseillé par une amie, ça c'est pour le livre, il m'a été conseillé par une amie, elle l'a lu et a aimé. Ça tourne autour de l'entrepreneuriat. OK, ça a été motivé par le fait tu as investi en toi. Voilà. Tu investis en toi. Donc, peu importe en fait la réponse à cette question-là, il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse. Quand on parle de finances personnelles, je suis très euh, portée sur le fait d'être à l'aise. D'être à l'aise, j'utilise souvent ce mot-là, aisance. C'est très important d'être aisé dans ses décisions. Qu'on prenne de bonnes ou de mauvaises décisions, il faut être à l'aise avec ça, en autant qu'on soit conscient que c'est une mauvaise décision qu'on est en train de prendre. Tu la prends, tu sais quelles sont les conséquences reliées à ça et tu assumes. Idéalement, là, à long terme, on n'aimerait pas accumuler de mauvaises décisions, mais au moins être à l'aise. Donc, merci d'avoir participé en mettant vos dépenses. Par rapport à ça, peu importe ce qui a motivé votre dernier achat,
c'est le plus important, c'est que vous soyez conscient déjà de ce qui a motivé cet achat-là. Et ensuite, d'être à l'aise avec la motivation et d'être à l'aise avec les conséquences qui en découlent. Parce qu'il y a toujours une conséquence derrière. Action-réaction, tout se compose comme acte à une réaction quelque part, réaction positive ou réaction négative. Et aussi par rapport aux facteurs qui nuisent à nos décisions financières, on en a beaucoup. Et ce sont des facteurs, en fait, lorsqu'on analyse nos décisions d'achat, il faut être juste conscient, en fait, de, OK, est-ce que ces facteurs-là tombent dans les facteurs que moi, j'ai classés comme positifs ou négatifs? Parmi certains facteurs, parmi les facteurs qui pourraient être perçus comme négatifs, on a par exemple la publicité. La publicité, c'est quelque chose qui nous incite parfois à prendre des décisions sur le coup. Parfois, ça crée même un besoin qu'on n'avait pas. On n'avait pas ce besoin, on a vu la publicité et ça crée le besoin. Et pourtant, il y a quelques heures encore, on n'avait pas ce besoin-là. Il y a l'effet de mode, il y a l'effet de mode, euh, l'effet de mode. On pourrait prendre quoi comme exemple? Le iPhone. Pardon, ceux qui ont des iPhones là, ne venez pas sauter sur moi. Mais le dernier iPhone, qui a un effet de mode, on voit les magasins Apple, dès que le dernier iPhone sort, on voit la file qu'il y a devant les magasins. Pensez-vous vraiment, mais alors vraiment, que toutes ces personnes qui font la file ont besoin de la dernière version? Je ne sais pas, hein, mais j'en doute fort. Euh, Peut-être qu'ils ont la toute dernière, la version avant celle-là, mais ils veulent absolument avoir la toute dernière version. Et peut-être parfois ça répond à un besoin. Hein. Peut-être qu'il y a une fonctionnalité là-dessus qui fait en sorte que oui, ça leur prend ça pour leur activité. Voilà, team iPhone. J'ai compris, moi aussi, team Android. C'est ça. Il y a il y a certaines fonctionnalités qui pourraient être bénéfiques pour leur activité, mais ce n'est pas là le besoin. Euh, c'est quoi les autres facteurs qui motivent, qui nuisent à nos décisions financières? Il y en a énormément. Je ne pourrais pas le citer, je ne pourrais pas tous les citer là, on ne pourrait pas les aborder là, mais il y en a beaucoup. Il y a la famille. La famille, la famille, ne négligez pas l'impact de la famille sur vos décisions financières. Et quand je dis impact, c'est pas juste l'impact à l'instant T, au moment où on se parle. C'est également l'impact, tout ce que la famille, tout ce que notre contexte familial nous a inculqué comme valeur depuis l'enfance. Tout l'héritage familial, l'héritage financier familial avec lequel on grandit. Et ça a un impact sur nos décisions financières par la suite. Donc, c'est ça. De très belles photos, oui, oui. On sait, iPhone prend de très bonnes photos. Donc, c'est ça. Ici, j'avais une question de la Luz qui disait quels sont les petits pas que l'on peut faire rapidement pour avancer dans notre prospérité financière. Euh, Comme je vous ai dit, j'ai lancé un défi de petits pas qui s'est terminé la semaine dernière. Tu pourras m'envoyer peut-être, me contacter, tu m'envoies ton courriel. Euh, Tu m'envoies ton courriel, tu peux aller sur ma page, tu vas voir, tu fais envoyer un message, tu m'envoies ton courriel et je vais te remettre dans le prochain envoi que je vais faire de ces petits pas-là. Tu vas voir, ce sont des petits pas, ce n'est vraiment pas quelque chose de miraculeux, mais c'est peut-être des choses qui vont te permettre de prendre conscience de certaines choses. Euh, des petits pas qui peuvent faire avancer notre décision financière. C'est ça. Donc, il y a pas de solution miracle. Hein. Je suis pas, je n'aime pas ça, ceux qui prennent la facilité, ceux qui prennent des techniques miraculeuses et tout. On n'a pas besoin de travailler. Euh, voilà, ça fait plaisir. OK. Ceux qui prennent on n'a pas besoin de travailler, on a des astuces qui vont te permettre de épargner 40-60% de ton salaire en une semaine. Écoutez, il y en a chez qui ça va marcher, il y en a chez qui ça va pas marcher. Multiplier son revenu multiplier, avoir 10 fois son revenu
euh, en l'espace de quelques mois. Oui, il y en a ceux qui ça va marcher, ceux qui ça va pas marcher. Ce que j'apprécie beaucoup dans la loi du processus, je ne sais pas si vous connaissez cette loi, c'est que il y a un processus à toute chose. Il y a des graines qu'on sème. Si tu sèmes de bonnes graines dans la bonne terre, ça va finir par produire des fruits. Ça va finir par donner du résultat. Encore faut-il semer la bonne terre dans la bonne graine, parfois au bon moment aussi. Donc, on veut, on est parfois en génération micro-ondes, on veut les choses rapidement, on veut avoir des résultats tout de suite. Et aussi, côté marketing, certaines personnes veulent nous faire croire que c'est possible d'avoir ces résultats-là tout de suite. Et pourtant, ce n'est pas le cas. Quand on va ensuite dans la pratique, dans la réalité, ce n'est juste pas le cas. Ce n'est pas possible. Tu regardes concrètement, tu es pragmatique et ce n'est pas possible. Par contre, ce qui est possible, c'est déjà de prendre des petits, de prendre des petites, de mettre des petites actions en place, de faire des petits pas, de faire des petits pas, ou même des grands pas. Hein. Petit pas, là, c'est pas ma devise, c'était juste un défi. On ne va pas toujours faire des petits pas. Parfois, il faudra vraiment se forcer, sortir de sa zone de confort, prendre des décisions drastiques. Oui, prendre des décisions drastiques pour pouvoir mieux avancer. Mais au moins, tout ce que vous allez semer de bon, des bonnes semences, vont pouvoir produire de bons fruits par la suite. Les plats micro-ondes ne sont pas plus délicieux. Ah oui, ça c'est vrai, c'est absolument vrai. Gaël qui dit rien n'est facile, rien de solide ne s'obtient rapidement. Oui, tu as tout à fait raison, absolument. Il y a tout ce qui est, et en plus tout ce qui est durable suit un processus. Si vous voulez vraiment que ce soit bâtir une entreprise durable, une entreprise qui a une vision dans le long terme, ça va vous prendre de poser de bonnes fondations. Et pour poser de bonnes fondations, ça va vous prendre du temps, de l'énergie, de la concentration, ça va vous prendre des stratégies aussi. Ça va vous prendre de pouvoir être enseignable, de pouvoir être modulable, de pouvoir s'adapter. Ça prend tellement de choses, en fond. C'est, il y a rien de facile. Il y a absolument rien de facile. Mais ce qui est bien, c'est que quand on suit le processus, on finit par atteindre ses objectifs. C'est aussi simple que ça. Ce que moi, j'apprécie beaucoup des formations et formations accompagnement, si on veut. Il y a beaucoup de personnes qui s'offusquent de cette vague-là, de cette montée de coach ou cette montée de formateur ou euh, je sais pas trop comment, quel autre synonyme on peut donner à ça, qui s'offusquent de ça parce qu'ils disent certains sont des charlatans. Oui, il y en a, mais faut pas oublier que ce que parfois ces coachs-là ou ces accompagnateurs ou ces consultants apportent, c'est le processus. C'est un processus que de façon académique, vous n'aurez pas. Ce sont des stratégies que de façon académique, si vous allez tout seul, si vous allez dans les livres, vous allez chercher sur Internet, sur YouTube, vous aurez peut-être des connaissances théoriques, mais vous n'aurez pas tout ce qui est processus, procédure. Vous n'aurez pas l'expérience, vous n'allez pas pouvoir bénéficier de l'expérience de quelqu'un qui est déjà passé par là. Vous n'allez pas pouvoir bénéficier de conseils vraiment adaptés à votre situation. Donc, je crois vraiment que lorsqu'on est bien accompagné, lorsqu'on est bien outillé, c'est possible de, voilà, le processus permet d'éviter l'effet yo-yo dans les finances. C'est ça. C'est vraiment possible de pouvoir mettre quelque chose de solide en place et de pouvoir bâtir là-dessus par la suite. Euh, voilà, oui, et il y en a aussi qui ont besoin d'être tenus par la main. Absolument, absolument. Ça rejoint vraiment un besoin. De toute façon, ceux qui n'en ont pas besoin, ils n'ont juste qu'à ne pas utiliser les services, c'est tout. Et laisser ceux qui en ont besoin le faire. C'est très simple. Chacun a ses besoins. S'il y a un produit ou un service, c'est que ça rencontre le besoin de quelqu'un. C'est ça. Donc, comme je vous ai dit, j'en avais juste pour quelques minutes. Je dois filer à un autre rendez-vous.
Je suis contente que vous ayez participé au direct. Euh, voilà. Rien n'est facile, rien de solide de s'obtient rapidement. Mhm. Absolument. Je suis contente que vous ayez participé au direct. Merci d'avoir été là. Euh, on va se laisser. Je vais programmer un autre direct comme ça. Peut-être ça sera planifié ou de façon spontanée pour qu'on parle un peu plus de éducation financière, intelligence financière. Si vous avez un thème en particulier que vous aimeriez qu'on aborde, n'hésitez pas. Et si vous avez des besoins en particulier, n'hésitez pas à me contacter. Je suis disponible à Christelle à commercial bâtisseur d'impact.com. Je suis également disponible via ma page Facebook et mon groupe Facebook qui s'appelle Bâtisseur d'impact immobilier. Et vous pouvez également retrouver mes vidéos sur ma chaîne YouTube du même nom, Bâtisseur d'impact immobilier, où je vais parler d'immobilier, mais je parle également de gestion de finances. Et j'espère que vous aurez appris quelque chose de plus par rapport à la littératie financière, ce mot-là qui était aussi inconnu pour moi il y a encore quelques mois, mais que dans le fond, j'ai juste compris ce que ça voulait dire, tout simplement. Si vous ne l'avez pas compris au début du live, j'en ai parlé. Euh, voilà. Donc, merci à vous, merci d'avoir participé et à la prochaine. Bye.